merci encore de vous mobiliser pour l'association. On est content parce qu'encore une fois, Hopscotch qui nous accueille maintenant, on est à la troisième saison. On a encore des beaux programmes à la fin de l'année. Donc vraiment merci d'être là parce que c'est vraiment le pourquoi les administratrices, les administrateurs de l'association œuvrent au quotidien bénévolement pour que vous veniez. Voilà. Notre monnaie, c'est le fait que vous soyez là. Donc ce soir, on a un sujet qui est trendy, on va dire ça comme ça. Notre sujet JO, LLMO, comment influencer les IA. Moi, je vais vous dire un tout petit mot parce que j'ai quand même pas mal de data à vous présenter. En plus, une data assez fraîche. Voilà. Avec ma casquette de directeur général d'occurrence du groupe IFOP, il se trouve il y a 2 semaines, on a sorti notre baromètre sur ce qu'on appelle IA Shifter, donc sur les Français et l'IA. Je vous donne juste 2 chiffres, 2-3 chiffres juste pour placer le sujet. Donc on a 65% des Français qui aujourd'hui utilisent l'IA comme coach de vie, comme sparring partner. Voilà. 90% de la Gen Z, 65% des Français. Et on voit en plus une augmentation aussi des générations plus âgées qui, notamment grâce à la fonction vocale, utilisent l'IA comme une aide au quotidien. C'est un usage en plus, alors je vous embête pas avec plein de chiffres, mais c'est un usage soit quotidien, soit hebdomadaire, mais très intense, donc forte intensité d'usage. Et le dernier chiffre, juste pour vous le glisser aussi dans l'oreille, parce qu'on suit cet indicateur-là, et celui-là, on pourra en débattre, et moi je ne mets pas de morale sur le sujet, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Crédibilité des réponses des IA, donc trust, le vrai sujet, 89%, plus 10 points en 6 mois. Pour ceux qui sont habitués des études CVPOF ou des études Kantar, confiance dans les médias, etc., je pense que le plus haut média, il doit être à 40% de crédibilité, ça doit être la radio. Là, la réponse des IA, 89% de crédibilité de la réponse. Donc c'est pour ça, je pense que le sujet est assez intense. Le constat que nous on fait avec des données chez IFOP, c'est les IA sont devenus des leaders d'opinion, voilà, même des supra leaders d'opinion. On pourrait presque dire que c'est des super influenceurs, parce qu'en fait, 1, on les utilise, 2, on les croit. Voilà, à 89% de crédibilité, on a un sacré leader d'opinion. Et 3, en plus, il y a une dimension qu'on oublie un peu souvent, mais les IA ont une capacité de conviction très forte. Nous aussi, dans toutes les études qu'on peut mener, on voit que les IA sont utilisées dans des moments de vérité, soit marchande, soit de décision. C'est vraiment le moment de la bascule, le moment du doute, le moment, etc. Et donc, ça, c'est aussi un élément fort. Donc, je t'écoute, je te crois, tu me convaincs. Bon, on ne peut pas faire autrement que de se dire qu'il y a un sujet pour nos métiers de communicants. Et donc la question aussi, et c'est ça que je vais vous montrer, on les a remoulinés là, hier, ces chiffres, pour vous donner, en tout cas, il y a beaucoup de palmarès qui circulent, donc on aura le droit aussi d'en débattre après, et puis si vous voulez ou ne pas être d'accord, pas de problème. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on anonymise, avec tous nos cas clients, on anonymise pour savoir mais quelles sont les sources les plus influentes. Quelles sources influencent les IA? Si les IA sont des super influenceurs, alors la question c'est comment on les influence. Enfin, on pourrait se dire ça. Qui sait parler à l'oreille des IA? La bonne nouvelle, c'est que ce sont plutôt nos métiers. Donc je pense que le sujet de ce soir premiumise fortement nos métiers. Et donc je vous partage un chiffre qu'on met à jour régulièrement. Donc sur 129 000 sources, donc c'est des vrais cas clients, c'est pas une étude ad hoc un peu qui serait faite un peu de manière hors sol, c'est vraiment des cas anonymisés clients. Donc sur 129 000, je t'en prie Romain, tu vois, tu arrives comme il faut. Eh bien voilà le palmarès des sources. Donc encore une fois, quelles sont les sources? En fait, de quel droit les IA pensent ce qu'elles pensent? C'est un peu ça le sujet, d'où tu penses ce que tu penses. Bah voilà en fait les datas. Donc les sources propriétaires, donc c'est le grand retour. Si vous ne saviez pas pourquoi vous faisiez un .fr et un .com, eh bien si vous ne saviez plus pourquoi vous faisiez des outils digitaux, eh bien en fait c'est qu'ils sont très comestibles par les IA. Quand même, comme ce sont des vrais cas clients, vous voyez qu'en deuxième on a les concurrents. Ça c'est quand même un vrai sujet. On en a un peu déjà parlé dans une autre soirée Hopscotch, mais demain s'ouvre la bataille des narratifs. Dans les IA va s'ouvrir une bataille. Voilà, c'est-à-dire que les réponses, vous utilisez les IA, les réponses des IA, c'est pas guerre et paix en 3 tomes, c'est un espace limité rédactionnel. Donc il y a un vrai sujet. Ayez en tête que vos outils digitaux sont des porte-avions vers les IA, mais vos concurrents dans chaque secteur portent aussi leur message et que donc il y a une bataille dans la réponse. On voit
le besoin des IA d'avoir des sources qui font autorité. Et donc, c'est là où on voit le mot compte triple, les médias. Voilà, les médias sont digestes dans les IA, certains plus que d'autres. C'est ça qui est intéressant. Et donc ça revalorise énormément le métier des relations médias, des relations presse. Voilà, ce métier un peu ancestral, voilà, se retrouve valorisé par l'IA. On a évidemment tous comme on cherche de l'autorité dans les IA, on a les institutions publiques ou les sources publiques. Et ce qui me vaut beaucoup de banderies, mais ce sont les chiffres, moi je ne suis pas porteur d'un message, c'est la faiblesse de la présence des réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire que les réseaux sociaux influencent peu les IA. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter et qu'ils n'influencent pas les vrais gens, mais en tout cas ils sont assez peu pour plein de raisons, y compris techniques. On retrouve peu les contenus en France, en tout cas des réseaux sociaux. Une fois dit ça, je me retourne vers Romain, premier speaker. Donc on pourra débattre de ces sujets-là après. Voilà, mais donc Romain, directeur de la communication de Veolia France, à qui je veux aussi, et puis on aura Sylvain aussi de Crédit Agricole. Ma question, elle est vraiment sur aujourd'hui comment vous adressez ce sujet. Qu'avez-vous mis en place, quelles sont vos remarques, peut-être vos tips aussi, en me disant comment vous faites concrètement. Voilà. Et puis tu peux un peu parler de Veolia. Si tu veux. Tu nous donnes combien de temps à chaque fois, en fait, au total, voilà. Vas-y, prends du temps. Non, mais tu as au moins 10 minutes. Okay. Enfin, l'important, c'est que vous exprimez chacun pour qu'on comprenne un peu concrètement comment vous faites. Ouais. Okay. Et éventuellement les doutes ou les questionnements qui restent encore en suspens, parce que c'est un travail encore work in progress. Ouais. Merci beaucoup à Sahel Hopscotch de CELSA pour votre invitation à échanger ce soir sur ce sujet qui est au cœur, je crois, de toutes nos attentions, à nous, directeurs de la communication, professionnels de la communication. Notre profession n'échappe pas à une règle assez générale ces temps-ci. Pardon pour mon retard, je m'en excuse vivement. C'est pas tout à fait dans mes habitudes. Je vais vous partager effectivement peut-être quelques éléments d'expérience et puis quelques éléments de réflexion aujourd'hui qu'elle peut nous amener à considérer. On a mené avec toi, d'ailleurs, à Sahel, un premier audit très instructif quant à notre réputation sur des enjeux clés pour nous, sur les différents bots LLM qu'on peut usément pratiquer. Peut-être quelques éléments d'abord pour confirmer le constat que tu fais. On était très surpris, en effet, de considérer que quelque chose comme autour de 30%, ça varie un peu d'un bot à l'autre, des éléments d'information qui étaient relatés sur l'AM provenaient directement de nos sites web corporate. On a aussi été très surpris de l'impact de la presse traditionnelle, Le Monde au premier titre, mais tous les titres de presse quotidienne nationale en général. Malheureusement pour la presse quotidienne régionale, pas beaucoup d'éléments remontant de la presse quotidienne régionale ne pouvaient être relatés, en tout cas pour ce qui nous concerne, sur les LLM. Et donc, deux sources parmi les principales sources d'information DLM sont en réalité des sources traditionnelles. Et pour ce qui concerne les sites web corporate, des sources sur lesquelles vous avez entièrement la maîtrise. C'est toi, Sahel, qui nous a éclairé là-dessus. Les LLM qui ont un enjeu de crédibilité font des sites web des sources fiables et crédibles, puisqu'elles font l'hypothèse que les compagnies corporate vérifient encore et survérifient toujours les contenus avant de les produire. Et ce qui, pour le pratiquer pour bon nombre d'entre vous, je pense quotidiennement, ça peut faire partie des souffrances du métier que d'obtenir des validations sur les contenus que nous publions. Mais on peut faire avec les LLM l'hypothèse que ce présupposé est vrai. Quand une entreprise, une grande entreprise a fortiori, publie un contenu, il est généralement fiable. Alors peut-être incomplet, partiel, ne faisant pas le tour du sujet, limité, mais en revanche,
fiable. Et donc, c'est par rapport au risque réputationnel notamment que l'on peut encourir, ce vecteur d'information et de communication est plutôt un vecteur qui vient sécuriser la réputation de votre entreprise plutôt que de développer les risques que votre réputation encourt dans l'univers informationnel. D'autres nous disent que c'est aussi parce que les LLM n'ont pas très envie de se retrouver devant les tribunaux et préfèrent relater des propos prudents plutôt que des propos polémiques, que ce soit sur les entreprises comme les personnes. Et essayez d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, de gratter et de challenger un bot sur les critiques qui peuvent concerner une entreprise ou une personne. Vous aurez beaucoup de mal à avoir un propos très franc et direct sur le sujet. Elle le relaiera avec beaucoup de prudence et pourra en revanche renvoyer vers des sources externes qui ne l'engagent pas. C'est le premier constat que l'on a fait. On a fait donc sur les sources, c'est plutôt optimiste quant à la capacité à maîtriser l'information. On a fait un autre constat qui nous a, lui aussi, et peut-être davantage encore, étonné. C'est que les sujets, ou un de nos sujets de réputation les plus sensibles ces dernières années, s'est révélé comme un facteur de réputation plus fort que le business tel que nous l'adressons habituellement. Pour être très explicite, une entreprise comme Veolia, comme toutes les entreprises de son secteur, distribuant de l'eau potable aux Français aujourd'hui, a au cœur de ses préoccupations le traitement de l'eau relatif aux polluants éternels et aux nouveaux seuils réglementaires édictés au niveau européen pour améliorer la qualité de l'eau. Et il se trouve que sur ce sujet, notre réputation était excellente, alors que sur la qualité de l'eau standard, notre réputation était seulement très bonne. On a cherché à comprendre pourquoi, et ça a été un très bon révélateur de notre stratégie de communication dans l'ensemble. Il se trouve que sur ce sujet sensible et à risque, nous avons pris l'initiative de communiquer avant même que la crise ne soit vraiment sensible, pour faire la transparence sur le sujet, crédibiliser le fait que nous apportions des propositions, et nous l'avons fait 2 ans avant que les nouvelles réglementations ne s'imposent à tous. On a été très actifs, très offensifs sur le sujet, dans une stratégie de communication bien connue, consistant à être plutôt à l'offensive, plutôt que d'attendre que les risques ne s'avèrent pour pouvoir y réagir. Sur la qualité de l'eau standard telle qu'on la pratique depuis des décennies, nous avons ces dernières années été beaucoup moins vocaux, parce que c'était un acquis, un standard, et par ailleurs, il n'y avait pas d'appel médiatique sur le sujet, puisque le sujet, en gros, n'intéressait personne. Et donc, ce constat s'explique par le fait que quand vous prenez la parole sur un sujet même sensible, vous pouvez en fait en faire un levier d'opinion sur les LLM davantage que le business as usual. En disant ça, je vous partage en fait une réalité bien connue de notre métier. Les crises sont des moments d'opportunité dès lors que vous savez les saisir. C'est exactement la même chose sur les LLM, et les LLM sont quelque part la traduction dans un nouveau monde, du monde tel que nous le pratiquons, et d'ailleurs avant même qu'Internet n'existe. Un enseignement pour nous, néanmoins, dès lors qu'on considère ces LLM non seulement comme des espaces nouveaux d'expression pour nos marques, mais aussi comme des tours de contrôle de notre réputation globale sur l'ensemble de l'environnement informationnel, c'est que nous avons intérêt, en réalité, à prendre aussi la parole sur des sujets de standard métier. Sur la qualité de l'eau, un des éléments qui est ressorti, c'était manifestement un défaut de transparence sur la qualité d'eau que l'on distribue habituellement aux Français. En réalité, nous mettons à disposition, et pourtant de manière numérique, digitale, des comptes rendus, quelque chose comme
trimestriellement de la qualité de l'eau sur chacun des services locaux. Or, les bots ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu parce qu'ils ne sont pas allés sur l'intégralité des services locaux que nous opérons, puisque ça leur aurait pris trop de temps et ça leur aurait coûté trop d'énergie. La conclusion que nous en avons tirée, c'est que nous avons un rôle en tant que communication corporate de produire des contenus qui vont venir simplifier la réalité, venir en réalité la rendre intelligible pour les bots comme elles viennent la rendre intelligible pour les humains. Avoir une visibilité sur plusieurs milliers de services locaux et la transparence que l'on peut faire sur plusieurs milliers de services locaux, ce n'est pas intelligible pour un esprit humain. En fait, ce n'est pas accessible, ou il fait le choix de ne pas y accéder, pour un robot non plus. Et donc nos métiers, en termes de communication, ont toujours un rôle à jouer, celui de la communication corporate, de l'éditorialisation, pour rendre intelligible pour tous les publics, que ce soit les humains ou les bots, notre réalité complexe. Nous en avons tiré cette conviction, nous en avons aussi tiré la conviction que plus que jamais, le travail de marque dans ce nouvel environnement de l'information est décisif, voire plus décisif que jamais. D'abord parce que la marque est ce qui vous permet d'émerger. Elle vous permet d'émerger en général, elle vous permet d'émerger aussi dans ce nouvel environnement. La marque, par ailleurs, est l'exercice de différenciation auquel vous devez vous employer. Et dans un espace où la comparaison et l'analyse sont très importants, la différenciation que vous faites autour de votre marque va, j'en ai la conviction, garder, voire gagner encore plus de valeur. Voilà peut-être deux éléments pour lesquels nos métiers restent essentiels. La marque, la communication corporate. J'aimerais peut-être, et puis si j'en ai encore le temps à Sahel, ouais. Vas-y. Vous partagez deux ou trois quelques réserves que j'ai aujourd'hui par rapport à l'attention collective, que l'on focus tous sur ce qu'on appelle maintenant le GIO. Alors, ces modes de consommation de l'information rentrent clairement dans le quotidien. Vous avez peut-être noté l'étude qu'Elam pour la région Hauts-de-France a sortie hier et qui vient attester d'une nouvelle progression dans les usages. Vous avez à peu près aujourd'hui 2/3 des Français qui utilisent entre quotidiennement et mensuellement les LLM à différents types d'usages. Vous en avez 12% qui l'utilisent quotidiennement, et dans ceux qui l'utilisent quotidiennement, on peut imaginer que c'est une tendance et que cela va progresser. Les 2/3 considèrent que c'est très utile, voire indispensable. En revanche, qu'est-ce que l'on fait de ces LLM quand on les utilise ? Et c'est là où la mode peut être à prendre avec un petit peu de prudence, que ce soit dans l'environnement personnel ou dans l'environnement professionnel. On utilise les LLM dès qu'on les utilise à peu près de la même manière dans les deux sphères professionnelles et personnelles de sa vie. On l'utilise pour rédiger, pour structurer, pour reformuler, pour traduire, pour avoir des idées aussi, et pour comparer des produits, pour d'abord en comparer les prix. Donc, par rapport au questionnement que nous pouvons avoir sur l'usage réel que nos clients font des LLM, il me semble que ces premiers éléments invitent à la prudence. Et je suis d'autant plus prudent qu'aujourd'hui, et ça fait partie des discussions qu'on a, tout le travail d'audit que nous faisons sur notre réputation, sur les LLM, c'est un audit basé sur des personas, et donc sur des hypothèses qui sont très bien travaillées, mais qui sont des hypothèses que nous formulons à partir du discours stratégique que nous voulons émettre. Nous voulons émettre un discours stratégique sur les polluants éternels pour
dire à toutes nos audiences que nous savons très bien les traiter. Manifestement, quand on fait l'hypothèse que nos audiences s'intéressent à ce sujet, c'est effectivement très bien traité. En revanche, je n'ai aucun élément pour attester que qui que ce soit en France ou dans le monde pose la question sur les polluants éternels, sur les LLM. Ça ne veut pas dire que personne ne le fait, mais je ne le sais pas. Je suis dans le brouillard. Donc, je fais cette hypothèse. Elle a sa valeur. En revanche, je pense que ce serait ne pas être au bon endroit que de concentrer toute l'énergie et tout le focus d'une direction de la communication sur ce seul sujet. Ça ne nous empêche pas de faire des POC, de progresser sur certains sujets, mais il faut, je crois, avoir encore un certain équilibre. Et puis le deuxième élément qui me fait être encore prudent et avancer, j'aimerais être les deux pieds sur l'accélérateur, hein, mais je ne le suis pas aujourd'hui, parce que dans un échange que j'avais eu il y a quelques mois, j'avais pris l'image des LLM qui pouvaient constituer comme des personal shoppers pour chacun d'entre nous quant à l'information et à son acte d'achat, là où le premier Internet pouvait être comparé à un centre commercial virtuel et où les réseaux sociaux et l'influence pouvaient davantage être comparés à un concept store. Et en conclusion, j'en avais tiré le fait que les LLM devenaient pour chacun un intermédiaire privilégié dans son acte d'achat. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent par rapport à ça, parce que ça devient un intermédiaire, oui, mais dans des parcours d'achat qui peuvent en réalité être beaucoup plus éclatés, où la conversion des LLM à l'acte d'achat n'est peut-être pas si forte que ce qu'on avait pu le projeter à un moment. Ça s'inscrit dans un parcours entre l'inspiration, l'analyse, la réassurance, où différents canaux d'information peuvent avoir leur rôle. Donc, que ces espaces d'information soient clés, et puis on n'a pas parlé des sujets d'information, de désinformation non plus, mais c'est une évidence qu'ils doivent être l'alpha et l'oméga de nos stratégies. Je crois qu'il faut être plus mesuré encore à ce stade. Okay. On n'est pas IA only. On n'est pas, ouais. Friendly, friendly. But not Moi je dis friendly. Ouais. Il faut être IA friendly pour une DIRCOM, pas IA only. Et okay. Merci beaucoup. Alors, à moi, le rôle d'atterrir sur les médias, notamment. Des médias, voilà. Justement, parce qu'en fait, parmi les personnes qui sont présentes ce soir, il y a beaucoup d'alumni du CELSA et c'est souvent l'information ou les médias qui nous portent. Et chez Hopscotch, évidemment, c'est le cas pour accompagner la visibilité et la réputation de nos clients, c'est très important. Et il me semblait intéressant de se pencher sur cette question. Donc, récemment, voilà, ça c'est moi. Bonsoir. Vous avez peut-être suivi le fait que au début du mois de... Au début du mois de... Oui, j'ai des slides, c'est pas bien, mais voilà, c'est un truc d'agence. Au début du mois de juin, il y a eu un congrès mondial des médias qui a été organisé à Marseille et qui a rassemblé les médias du monde entier, au cours duquel on a dit que les IA pillaient l'information sans vergogne et sans rémunération. C'était beaucoup d'inquiétudes. Parmi les organisateurs, il y avait CMA, qui est un groupe qui possède La Tribune, qui a bien fait sa com au moment de cet événement et qui a réalisé une étude qui montre que la presse écrite est la deuxième source d'information des Français. Enfin, il y a aussi des baromètres de la confiance des médias qui ont lieu tous les ans et que je suis sûre vous suivez avec attention. Mais en tout cas, ça se confirmait à ce niveau-là. 46% des Français utilisaient l'IA, d'après cette étude, pour s'informer, mais 39% faisaient confiance aux IA pour s'informer parmi ces personnes-là. Il y avait une attente des plus jeunes pour des nouveaux formats, plus proches des réseaux sociaux. Alors la question de l'indexation des réseaux sociaux dans les IA se pose en effet parce que il y a les usages et puis il y a ce qu'on trouve dans les moteurs. Est-ce que c'est représentatif des attentes et des usages des plus jeunes qui peut-être sont en avance sur la transformation des médias, de l'économie des médias, de l'économie de la réputation ? Et ça me paraissait intéressant aussi de se dire qu'à cette occasion, dans le cadre de cet événement, il y avait aussi Google
qui a négocié les droits voisins avec les médias et qui a contribué à favoriser le référencement des médias, et que chez Hopscotch et dans les agences de communication et dans les directions de la communication, on travaille sous la forme du SEO, cet acronyme bien connu, dont on dit, beaucoup de monde dit que le GEO n'est pas du tout la même chose. Donc je me suis un peu penchée là-dessus, sur ces sources d'information, et je me suis dit, mais en fait, il y a quand même des accords qui ont été réalisés entre certains médias et des IA. Donc ça, c'est pas du tout exhaustif, mais une première recherche me permet d'identifier le fait qu'il y a des médias qui ont commencé à créer des coalitions en fait avec les IA et qui ont décidé de collaborer avec les IA pour émerger plus efficacement. Ça raconte exactement la même chose que ce qui s'est passé avec Google sur le référencement. Enfin, franchement, on est exactement sur la même démarche. Ce qui est intéressant, c'est que le New York Times, qui est le média le plus offensif, on va dire, face aux IA, qui a dépensé 20 millions de dollars en frais d'avocat à ce jour contre OpenAI et les différentes IA pour faire valoir ses droits et les droits intellectuels de ces journalistes, en fait, était très présent à Marseille et a contribué donc à négocier avec les IA une visibilité malgré lui. On a une cartographie qui nous montre justement que il y a des groupes en fait médias plutôt lifestyle qui sont très très bien référencés dans les coopérations, parce qu'en fait elles ont un catalogue de contenu qui est référent, qui est froid entre guillemets. Donc typiquement chez Condé Nast, des Vogue par exemple, ça c'est bien référencé dans le temps et c'est utile, ça se passe bien. Là où voilà, du côté du Financial Times, il y a une marque, ou la BBC ou Le Monde, il y a des marques qui sont tellement des marques de confiance que finalement elles sont référencées dans les IA, même s'il y a des désaccords entre les dirigeants des médias et les IA. Ça me paraissait intéressant de se dire que en fait il y a une économie qui est en train de se mettre en place. Il y a des procès, il y a des personnes qui sont contre le changement et la transformation, mais pour autant, la confiance, qui est quand même le vecteur clé dans nos métiers de réputation, ça reste finalement un vecteur stratégique pour le référencement dans les IA. Si je faisais un petit schéma, il y a eu une évolution dans la distribution de l'information qui fait que, du point de vue du communicant, il y a un changement de métier, ou même du côté du journaliste, puisque auparavant, l'objectif, c'était d'être référencé sur les moteurs de recherche, avoir une page qui permet d'obtenir du clic, avoir une interaction. Et aujourd'hui, avec le GEO, on est plutôt sur la qualité du corpus et avec un objectif d'être cité dans la réponse. Mais ça, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles c'était important ce qui s'est passé à Marseille au début du mois, et c'était important d'écouter ce que disaient les différents médias dans leur relation avec les LLM et les IA, c'est que le modèle économique, du coup, change, puisque vous n'êtes plus en maîtrise des audiences, vous pouvez moins les monétiser quand vous êtes plutôt sur une économie de la réponse qu'une économie des audiences. Et sur le fond, on parlait tout à l'heure de confiance dans les réponses des IA. Je pense que quand on parle d'actualité, il y a encore un petit peu de travail, parce que le temps de référencer une information dans une IA, il est aléatoire. Moi, j'ai tendance à dire que les IA, c'est un peu comme des photographies à pose longue. Moi, je suis un petit peu ancienne, donc j'ai fait de la photo argentique. Et en fait, finalement, chez Hopscotch, on a un géoradar qui nous permet de comparer comment les IA répondent sur la réputation ou l'empreinte d'une marque, d'une entreprise, d'une personnalité. Et en fait, on voit que les sources sont aléatoires, ça change tout le temps. D'ailleurs, on le voit quand on fait la requête, on voit bien la réponse pendant la réflexion. Il y a un certain nombre de sources qui apparaissent et c'est jamais exactement les mêmes. Donc, on est plutôt sur des silhouettes qui se dessinent, des silhouettes d'information, des silhouettes de vérité.
Bon, j'ai fait un peu de philo, donc on est un peu dans la caverne de Platon aussi, peut-être. Mais en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'était de se dire qu'il y a encore du travail pour les IA avant d'être capable de déterminer ce qui est une actualité, ce qui n'en est pas une, ce qui est une information, ce qui n'en est pas une. Et quand on s'informe sur ChatGPT verrouillé, ben, on a potentiellement des infos d'il y a 3 mois. Donc les entreprises, avant de tout miser uniquement sur les LLM, elles doivent vraiment comprendre comment fonctionnent les IA et comment se référencer efficacement dans les IA. On parlait de la qualité des contenus, on parlait des contenus d'autorité, on parlait des contenus techniques, on parlait de la possibilité de se retrouver sur le site d'une entreprise. Ça, effectivement, c'est un contenu froid, un peu comme Vogue, qui fait qu'on est dans un espace de confiance. Dès qu'il s'agit d'actualité, de crise, de réactivité, là, on se retrouve plutôt du côté des réseaux sociaux. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'est un petit peu moins directement de l'IA, d'après moi. Ouais, pour info, il y a eu aussi un événement, je pense qu'il y a des actes le 20 mars dernier avec l'Union des marques et le SCRP, donc le syndicat des agences conseils en relations presse. Il y avait le syndicat de la PQR, ce qui explique aussi que la PQR est finalement peu engagée sur le sujet. Ils sont en procès, enfin la PQR globalement est en procès avec les IA. Ils considèrent qu'il y a 62 millions, enfin ils ont dénombré 62 millions de pages sur lesquelles les IA se seraient entraînées indûment et sans payer quoi que ce soit. Procès. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y avait aussi Le Monde ce jour-là. Donc on avait Le Monde qui était complètement open, qui avait fait un partenariat avec très en avance de phase, et puis on avait la PQR qui disait doucement, nous ont d'abord pillé, d'abord on règle. Voilà, qui fait partie des hybrides et qui normalement est plutôt bien référencé Ouest France. Mais bon, quand on a 100 millions de lecteurs... Et je vous glisse aussi une autre petite anecdote, parce que tu parlais des médias. Donc Le Monde expliquait, je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais le ratio était intéressant. Il disait que globalement, il y avait 100 fois moins de personnes qui arrivaient sur le site Le Monde via une IA, parce que je vous rappelle, les Français, mais comme le reste du monde, ne cliquent pas sur les liens. Donc en fait, la réponse de l'IA, elle est autosuffisante, elle est roborative. Enfin voilà, donc ça va vouloir dire aussi moins de visiteurs humains sur vos sites web. En revanche, Le Monde disait donc on a 100 fois moins de visiteurs qui viennent via une IA que d'un moteur de recherche. En revanche, on a 50 fois plus d'achats d'abonnements de gens qui viennent d'IA que de gens qui arrivent de Google. Donc c'est là, je parlais du momentum de vérité commerciale, c'est-à-dire quand je fais ça, c'est vraiment que je suis pas loin de passer à l'acte en fait. Donc je sais pas si les chiffres sont vrais, mais le ratio était intéressant. Voilà. On va avoir un autre cas entreprise, Crédit Agricole, si tu peux passer le... Donc, je n'aurais pas de style. Voilà. Non, mais au moins qu'on voit ton titre sur le... Ah oui, il faut que je... D'accord, alors. Voilà. Ouais. Bonsoir à tous, merci en tout cas de cette invitation à Sahel et Hopscotch. Je suis ravi de vous voir nombreux sur ce sujet qui me passionne. Je suis d'ailleurs sociologue de formation et je trouve que d'être au premier rang d'un changement de paradigme, c'est quand même une chance et une opportunité en tant que DIRCOM, en tant que communicant, que je n'imaginais peut-être pas il y a 15 ans en commençant à exercer ce métier. Je voudrais réagir d'abord à ce que vous disiez, Cécile, parce qu'il s'avère que, donc moi je suis au Crédit Agricole, et il s'avère que le Crédit Agricole est aussi un groupe de presse via Unimédia, et que cette question par ailleurs est centrale dans l'activité de ce groupe de presse, puisqu'il y a 2 sujets qu'on adresse et sur lesquels nous sommes assez bien positionnés, c'est la parentalité et la santé. 2 sujets, Assel peut-être me démentira, mais dans les derniers chiffres qu'on a vus qui sont aussi des sujets d'intérêt particulier pour les utilisateurs des IA, qui s'en servent comme coach de parentalité ou comme coach santé, jusqu'à aller challenger bien sûr le discours médical. Et donc, c'est un sujet qu'on regarde particulièrement puisque le rôle prescripteur de cette presse-là, il devient de plus en plus challengé par le fait d'être cité, mentionné comme source dans les IA et donc d'influencer ce langage. Cette parenthèse se fait, moi,
quand on travaille sur ce sujet, on est parti d'un point de départ qui était, je vous l'ai un peu dit, il y a de 3 convictions. La première, c'est que on constaterait, en tout cas je pense, qu'il y a l'émergence d'une nouvelle partie prenante pour les communicants, qui sont les LLM. Et qu'il faut la considérer comme telle. C'est une conviction assez forte peut-être, mais comme je vous dis, je pense qu'il y a un changement de paradigme à l'œuvre et on saura vraiment quand il aura déjà eu lieu et qu'on aura basculé. Mais néanmoins, il faut s'y préparer. Ça, c'est la première. Et Asael, avec le travail qu'on a mené, je vais vous en dire quelques mots, a mis le mot dessus, c'est celui qu'on connaît depuis longtemps, par ailleurs, quand on est des communicants. C'est un leader d'opinion. Et donc, on s'est rencontrés sur ce point-là. Le deuxième point qui est lié, je pense que c'est bien sûr un nouvel espace réputationnel et un nouvel espace pour la marque et qui va avoir probablement un impact et qu'il faut qu'on sache l'anticiper sur la façon dont on émerge et sur la façon dont on travaille nos assets symboliques quand on est un groupe bancaire de 140 ans qui doit agir face, Romain, vous le disiez, la comparaison, face à de l'analyse de la donnée, du RAG, un nombre de paramètres qu'il ne maîtrise plus ou moins bien. Et heureusement, par ailleurs, on maîtrise un certain nombre de ces paramètres. Et donc, la troisième, c'était que, effectivement, cet espace réputationnel va changer considérablement la façon dont on exerce nos métiers, à mon avis. On a commencé tout ce travail par... alors, il s'avère aussi, je vais vous dire, deux choses. Au groupe Crédit Agricole, je suis en charge de la partie internationale, retail, donc c'est-à-dire la banque, le crédit à la mobilité, le crédit aux entreprises et aux professionnels, et des nouveaux développements d'une banque française, comme je vous le disais, vieille de 140 ans, mais qui a l'ambition de se développer en Europe sur la banque de détail. Donc on l'a pensé à la fois sur la façon dont on parle de nous sur les IA et comment est-ce qu'on peut, peut-être, dans les nouveaux projets de développement, inscrire by design cette logique de réputation sur les LLM. C'était notre vrai sujet en novembre 2025, quand on mène ces premiers travaux qui sont l'audit. Donc on a mené, et là je partage complètement, Romain, je pense que les résultats qu'on a obtenus pour deux secteurs très différents sont à peu près les mêmes. On a les mêmes sources qui sont ressorties. Donc, on était évidemment un peu comme vous surpris, en même temps rassurés que les premières sources de l'IA dans cet audit de visibilité qu'on a mené sur plusieurs pays européens, 3. On a regardé en Allemagne, en Espagne et en France comment le Crédit Agricole ressortait à la fois sur une typologie de clients assez classique, l'étudiant, le jeune adulte qui en début de vie professionnelle et le client patrimonial. Voilà. Globalement, vous voyez un peu le panorama. Et on a aussi testé avec l'aide d'Occurrence. Et là, c'est peut-être un moyen de vous dire que finalement, même si, et tu le disais à Sahel, et Romain d'ailleurs en conclusion, vous le disiez, même si la question ne sera peut-être pas posée. En tout cas, nous, ce qu'on se disait, c'est qu'elle peut l'être. Et donc, il faut qu'on voit ce qu'on dit de nous. Donc, on a testé une persona journaliste. Un journaliste, c'est un utilisateur de l'IA comme un autre. Et une persona régulateur bancaire. C'est très important pour nous. Peut-être avec beaucoup de limites qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, si on est régulateur bancaire, qu'est-ce qu'on pourrait poser à une IA et comment on ressort? Donc, voilà, on a testé ces deux profils. Et donc, effectivement, les sources qui ressortent le plus sont les sites institutionnels, sont les médias, bien sûr, avec une particularité par rapport peut-être à Veolia ou au constat global que tu as présenté à Sahel, qui est que nous, on a les comparateurs qui ressortent beaucoup. Et par ailleurs, je pense qu'on est tous concernés par un autre enjeu de la marque employeur, les comparateurs. Ça fait revenir aussi des sites peut-être qui, sur le travail de la marque employeur, à certains égards, on avait un peu oublié en tant que communicant, qui sont Glassdoor, tous les sites où il y a de la mesure, de l'évaluation et du commentaire sourcé et vérifié à cette aune-là. Notre constat, derrière, qui nous a plutôt rassurés pour le coup et moins surpris peut-être, c'est que
je vous parlais d'assets symboliques en premier, ceux du Crédit Agricole, c'est sa solidité, 140 ans d'histoire, une proximité, l'utilité sur tous les territoires. Globalement, notre discours ressort pas mal. Appuyé sur des forces qu'on connaît, c'est une grande entreprise, appuyé sur un modèle coopératif, il y a 39 caisses régionales qui produisent du discours et beaucoup de métiers très décentralisés, chacun a son autonomie de communication, même si on a un pilotage en centrale. Et cette multiplicité de discours, avec des petites différences, quand même, se traduit dans les LLM par le fait qu'on percole globalement sur ces forces-là. Donc ça, on était plutôt rassurés. À partir de ça, il s'avère qu'on avait une opportunité. Je vous disais, on avait en novembre 2025 2 nouvelles activités à créer. Et puis, sur le premier levier, on avait l'opportunité de refonte de sites web. On l'a vu, on avait peut-être oublié un peu ce métier des sites web corporate. Et donc nous, on a refondu, on a en cours de refonte un site web, et on a refondu le site de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, donc la filiale dont je m'occupe, qui est en charge du crédit à la consommation et du crédit à la mobilité. Et on l'a pensé IA-friendly, pour reprendre le terme que tu as utilisé, dès le départ, d'ailleurs en regardant les bots qui passaient, très précisément, là je rentre dans la technique, mais très précisément les bots IA qui passaient et sur quelles questions on ressortait. Et donc, on a changé la façon dont on produisait du contenu sur ce site. On en a même un peu à partir de ce constat, et on ne dit pas qu'on a la vérité, mais en tout cas, je pense qu'il faut anticiper et se préparer à ce genre de modifications et savoir être agile. Donc, à mon avis, il faut faire des sites moins chers. Il faut faire des coquilles qui sont beaucoup plus adaptables et il faut savoir changer très vite et il faut fonctionner, et je rentre déjà dans les constats, mais en circuit court. C'est-à-dire que vous parliez de validation, je pense que, et on en reviendra, je pense que la position du DIRCOM et des communicants, c'est comme sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit capable de produire du contenu vite, agile, de changer la forme des sites pour pouvoir répondre à ces enjeux dès aujourd'hui. Donc ça veut dire produire du contenu de manière variée qui répond à une question. Je vais vous citer un exemple qui le montre. On est producteur d'études. Les études ressortent énormément sur les IA pour notre cas, sur la consommation. Je vous parlais de crédit à la consommation. Plutôt que de produire une étude, de signer un accord avec le Parisien, c'est très important aussi, on continue à le faire, évidemment, pour la communiquer. Mais on va la décliner sous forme de questions très précises pour que ces IA un peu paresseuses viennent directement dans la question. Donc cette étude, elle va faire l'objet de 4-5 papiers différents sur nos sites web qui répondent à 4-5 questions différentes qui vont être cherchées. Est-ce que c'est le message qu'on veut faire passer au global? Ça, c'est un autre enjeu quant à le reste du discours de la marque. En tout cas, on fait venir ces IA sur notre site et on paraît comme une source d'autorité, et ça, c'est très important. On y met des FAQ qui viennent répondre à ces questions aussi, et qui ne s'adressent, comme je vous le disais, à cette partie prenante qui n'est pas l'humain, qui est l'IA finalement. Hein. Le client ou les parties prenantes institutionnelles qui vont sur notre site n'ont pas forcément ces questions à poser. Donc voilà, c'est ces changements en exemple qu'on a pu mettre en place. Ça, c'est le principal pour moi. C'est quand je parlais de parties prenantes au début, en fait, ce qui change, c'est le mindset du communicant, à mon avis. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, dans les équipes communication de mon entreprise, il est inscrit dans notre pratique et dans nos comités éditoriaux et dans notre façon de fonctionner qu'il faut s'adresser aussi à cette partie prenante. Et donc, c'est vraiment... il faut accompagner. Donc là, pour le coup, je mets une preuve en face, mais qui sont là, on a créé un guide éditorial, redéfini nos lignes éditoriales en fonction des sujets sur lesquels on était le moins fort et sur ces sujets qu'on voulait pousser. On apprend aussi à s'appuyer sur les IA pour prompter, tester nos contenus. Voilà, elles sont aussi elles-mêmes conscientes de ces points-là. Et donc, ce sont peut-être les principaux enseignements, je te dirais, sur le digital. On m'a demandé de parler de ce point-là. Après, en prenant de la hauteur, je vous dis, pour moi, les communicants il arrive un changement de paradigme à l'œuvre, et ma conviction sur notre rôle, c'est qu'on doit inscrire l'entreprise dans son époque.
et son discours et sa façon de fonctionner. Et c'est bien notre qualité auprès de la direction générale de communication transformative, c'est de savoir la lire et de pouvoir impulser cette transformation. Et donc je pense que l'étape d'après, à mon avis, c'est que, je suis d'accord avec vous, par ailleurs, le métier de communicant devient encore plus central qu'avant dans la direction d'une entreprise. Non seulement parce que c'est un sujet de réputation sur les sites corporate, c'est un sujet avec la presse, donc ça on sait faire. Et on sait faire bien. Voilà. D'ailleurs, je insiste sur la presse. À mon avis, ça change, ce que vous disiez, Cécile, ça change aussi le type de presse à laquelle on s'adresse naturellement. Dans les banques, les Échos et le Figaro, vous ne les avez pas vus apparaître ici. Hein. Donc Le Monde, voilà, cette incise prend une place aussi importante, ou un certain nombre d'autres médias, dans la façon dont on les adresse. Et ça, pareil, pour les personnes en charge des relations presse dans mon service, c'est aussi d'aller sortir et d'adresser ce nouveau sujet. Donc la place du communicant, et je conclurai là-dessus, à mon avis, ce sujet est un sujet complètement holistique et il va concerner le discours de marque, on l'a vu, la prescription, les parcours d'achat, et donc l'ensemble du modèle d'affaires d'une entreprise, peut-être avec des effets qu'on ne connaît pas, et je ne dis pas qu'il faut investir massivement là-dedans et en faire la priorité absolue, puisque c'est vraiment, ça replace nos activités, notre capacité à lire ce changement, notre capacité à produire du contenu. Donc, je reviens et je boucle avec mon extraction sociologique. Les limites du monde sont les limites du langage. L'IA, elle est productrice de langage. C'est la première fois qu'il y a un producteur de langage qui n'est pas humain. Donc, elle est productrice du monde. Et donc, le communicant dans cet endroit a lui-même toute sa place. Voilà. Merci. On retiendra quand même qu'il faut... Déjà, ça peut être un bon réflexe de surveiller, de mettre un mouchard sur vos sites, de savoir combien de fois et où passent les bots des IA pour déjà avoir cette hygiène de travail. C'est encore une fois, si on considère que c'est une visite d'un leader d'opinion, autant savoir où il est passé, ce qu'il a consommé, où il a été bloqué, etc. Emmanuel, voilà. Emmanuel, en couleur. On va passer à un sujet qui, justement, on parle beaucoup de médias. Et donc là, on a un média. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot que tu retiendras, le mot média, mais voilà. Ouais. Je t'en prie. On est une forme de média. Voilà, c'est ça. Moi, je suis Emmanuel Ferry. Je m'occupe d'une entreprise qui s'appelle Kessel Media, qui produit des newsletters. Alors, juste parce que comme tout le monde ne connaît peut-être pas Kessel, je vais juste recontextualiser un peu qui on est. On n'a pas la chance ni d'être Crédit Agricole, ni Veolia, ni Hopscotch. Donc, on est encore tout petit et donc c'est juste pour vous dire qui on est. Donc, aujourd'hui, en fait, on est un site qui distribue des newsletters à destination de personnes qui veulent s'informer de manière extrêmement pointue sur un domaine de référence. Donc, en fait, on distribue des newsletters de créateurs d'infos. Hugo Décrypte, Hugo Clément, mais aussi on a quelques marques médias, Quotidien Matin, on a Time to Sign Off, on parlait de Vox tout à l'heure. On a comme ça 4500 newsletters, 2 millions d'abonnés. Donc en fait, on est devenu un média petit, mais quand même un média. Et si je suis très prétentieux, je dirais que la télé a généré YouTube, la radio, le podcast, et la presse est en train de générer la newsletter, puisque de plus en plus de personnes s'informent directement à travers ce média. Sans porter de jugement par ailleurs sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. C'est malheureusement, peut-être que j'en porte un là du coup, moi-même comme ça. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'est que donc je suis absolument pas un expert du tout de LLM ni de Géo, etc. Et je suis un peu comme Monsieur Jourdain, c'est que on est rentré là-dedans un peu malgré nous, puisqu'au départ, mon métier à moi, c'est de produire des articles pour des entreprises dans des verticales de ces créateurs d'infos auprès de leur communauté. Donc, il n'y a pas un métier plus manuel, plus humain que celui que j'opère au quotidien. Et donc, non, la newsletter n'optimise pas les LLM,
puisque les LLM se nourrissent du web et que la newsletter, elle passe par un mailer, donc elle passe en direct, ce qui est une bonne nouvelle puisque vous pouvez continuer à écrire à vos amis, amants et amoureux sans que ça soit lu par les bots. Pour autant, en fait, du coup, vous pouvez vous poser la question de pourquoi je suis là, à part le fait que non, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un impact, et vous allez voir surprenamment comment, puisque on l'a appris par l'expérience. C'est intéressant parce que ça recoupe un peu des points qui ont été évoqués. Le deuxième truc que je veux dire, c'est qu'est-ce que quelqu'un qui fait des newsletters en vendant des articles ou présente quelque chose dans une agence aussi forte que Hopscotch et qui est un haut lieu des RP, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les RP ont compris avant tout le monde l'importance du tiers de confiance. C'est-à-dire que si moi je dis que je suis drôle, personne ne va le croire. Si quelqu'un dit que je suis drôle, évidemment, tout le monde le croit. Et en fait, on voit les LLM comme une extension du tiers de confiance. Et j'aime beaucoup l'expression qui a été évoquée de Key Opinion Leader, parce que c'est exactement ce qu'on a constaté. Le deuxième truc, c'est que... alors, c'est marrant parce que bon, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Et nous, on a vécu quelque chose qui vient d'un chiffre que j'ai vu, qui était sur les facteurs de corrélation entre le fait d'être cité par les LLM et les grands arguments, on va dire, de posture des entreprises. L'autorité, c'est-à-dire le branding, l'authenticité, l'autorité d'un émetteur, je ne vais pas dire qu'une marque, en fait, bizarrement, joue moins d'année en année, ce que j'ai lu, alors peut-être que vous allez me contredire, dans le fait d'être cité par les LLM. En revanche, on a vu apparaître quelque chose qu'ils appellent la complétude sémantique, qui remonte par contre dans des index énormes à 87% dans les LLM. Et donc, comme la question est l'optimisation, donc c'est pas juste l'image de la caverne, mais c'est comment on pourrait créer une plus belle image. En fait, on s'est rendu compte que par ce biais-là, la newsletter commence à avoir un rôle qui est arrivé un peu malgré nous. Donc, je vais vous donner deux cas. Enfin, il y en a un que je ne peux pas vraiment donner parce on est en train de le lancer, mais comme Estelle Ardouin, qui est là, qui vient de chez Allianz, est dans la salle et que je l'ai fait avec elle, je le citerai. Mais on a travaillé pour la filière de l'élevage en France, qui s'appelle Interbev, et en fait, qui a un problème de base, qui est que, évidemment, il y a la Cour des comptes, il y a quelques années, a sorti un rapport, 500 pages, analysait toute la décarbonation, comment décarboner la France. Et la Cour des comptes sort le rapport, et les journalistes ne retiennent qu'un truc, c'est qu'il faut tuer l'élevage. Donc, quand c'est une institution qui tue une filière, c'est vrai que pour les gens responsables de cette filière, ça a été un drame, puisque c'était plus un débat éthique, c'était quasiment un débat, c'était évident, quoi. Et donc, la première chose, c'est que si c'était aussi simple, évidemment, les agriculteurs seraient les premiers à le faire, puisqu'ils sont eux-mêmes victimes du réchauffement climatique. Or, c'est pas si simple, comme souvent dans la vie. Donc, ils nous ont demandé comment est-ce qu'on peut faire pour influencer le débat en exposant, pas l'idée n'est pas de dire manger de la viande, pas du tout, mais c'est de refaire considérer l'élevage en France, puisqu'en fait, cette image de l'élevage contributeur de carbone vient des États-Unis, comme souvent, et vient de ces énormes feedlots avec des camions qui balancent du soja à des milliers de têtes de bétail. Ce que vous constatez en traversant la France, vous voyez quand même relativement peu dans nos paysages, puisque ça n'existe pas en France une exploitation à peu près 60 têtes de bétail. Voilà. Bref, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ce qui s'est passé, c'est comment on rétablit une image. Donc comment est-ce que, pour revenir à l'allégorie de la caverne de Platon, on peut imprimer cette image? Et au départ, nous, on l'a fait purement en se disant, on va remonter la pyramide de la création des idées,
puisque aujourd'hui les idées ne naissent plus dans les masses médias, elles naissent dans les crypto-médias, elles sont amplifiées dans les blogs et les newsletters, et après elles sont reprises par les réseaux sociaux et validées par les médias. Et donc au départ, l'intuition était purement une intuition mécanique, que de se dire on va remonter le plus haut possible et on va le diffuser. Et en faisant ça, donc on s'est dit on va créer une sorte de blog, revenir à un site de référence. Et ce blog, on va l'appeler le blog de l'agriculture circulaire, en parlant de cet élevage spécifique français qui s'appelle l'élevage herbagé et qui intègre l'animal dans le vivant, d'où l'agriculture circulaire. Et là, on va écrire des articles qu'avec des sommités, des sociologues, des géographes, des éleveurs, des économistes, des journalistes, etc., qui voient de l'externalité positive dans cette méthode d'élevage et qui vont raconter ça avec des études scientifiques. C'est des scientifiques qui parlent, hein, c'est pas des communicants. Mais nous, on va les loger dans ce blog. Et par contre, nos newsletters vont amplifier. C'est-à-dire qu'elles vont dire « Allez voir ce blog auprès de leur communauté, il est intéressant sur tel point de vue, ce chiffre, etc. etc. » Et en faisant ça, en fait, on a craqué un truc. Alors, je ne dis pas que c'est vrai tout le temps, hein, je suis très humble là-dessus, mais en tous les cas, on a constaté que ça avait beaucoup d'accélération sur les LLM pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce qu'on a compris, là aussi modestement, et ça va changer, donc peut-être que dans 5 ans, enfin 2 ans, ce sera plus pareil, ou dans 3 mois, c'est que les LLM aiment bien aller directement aux sources primaires d'information, d'où le fait que les sites remontent, effectivement. Deuxième chose qu'on a constatée, c'est qu'elles aiment les champs sémantiques précis. Et c'est là où, par rapport à ce que vous dites, et ça, je trouve ça hyper intéressant, c'est que c'est normal qu'elles soient plus intéressées par la purification des plastiques éternels dans l'eau que la purification de l'eau, que par l'écologie. Donc pareil, il vaut mieux parler d'un sujet extrêmement technique, hyper agrémenté. Bizarrement, ça remonte plus que si on a un champ lexical trop large. Et ça, on l'a constaté. Donc, nous, on avait créé agriculture circulaire. Pof, c'est mieux qu'agriculture. On parlait d'élevage herbagé, c'est mieux qu'élevage. Après, c'était des scientifiques qui parlaient. Donc, troisième chose qu'elles aiment, c'est les sources crédibles. Donc, si les scientifiques, par exemple, il y a un sociologue pour parler, qui s'appelle Jean Viard, qui a contribué à ça, paf, à ce moment-là, on a tout de suite vu un pic parce que Jean Viard a une très grosse crédibilité. Alors, je ne sais pas comment c'est calculé, mais en tous les cas, c'est comme une source qui vient de dire c'est bien. Et le fait qu'après des newsletters rebondissent et disent bah, regardez, il y a Jean Viard, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel qui parle, ça crée du trafic. Et donc, l'autre chose qu'elles aiment, c'est sur ces champs sémantiques restreints avec des sources crédibles, voir du trafic et du partage. Et là, tout d'un coup, poum, ça remonte. Voilà. Donc, c'est que de l'expérience, hein, j'ai aucune étude, on n'a pas de... on a nous-mêmes, on utilise l'IA pour optimiser nos plans médias, etc. Mais on n'a pas d'IA qui analyse l'IA, on a juste constaté ça. Et du coup, c'est une chose on est en train de répliquer là avec Allianz sur un autre sujet, là aussi qu'on veut plus restreindre. Donc on ne parle pas d'assurance, on parle d'assurabilité. On va faire parler des experts, on va ramener des chiffres, on va mettre différentes typologies de contenu. Alors, c'est là où je suis un peu intrigué par le chiffre, parce que sur les réseaux sociaux, parce que là où je suis d'accord, c'est que l'IA va pas directement dans les réseaux sociaux. En revanche, nous, on constate que quand on crée des explainers vidéo très écrits comme des réseaux sociaux dans ces blogs, ça marche plutôt bien, en fait. Enfin, sur nous, ce qu'on voit, c'est en fait les grands espaces de réseaux sociaux. En fait, d'abord, sont des groupes, des groupes économiques qui ont juste bloqué, évidemment, pour les petits camarades, leur accès, en fait. Oui. C'est-à-dire que, donc, en effet, quand on s'appelle Grok, quand on s'appelle X, on a bloqué pour les autres. On dit aux autres, tu vas pas venir t'entraîner chez moi. Ouais, d'accord. Donc, c'est ça le. Ah oui, c'est ça. Ça n'entraîne pas. Bah oui, voilà. Donc, en fait. Par contre, s'il y a du bruit,
nous, on constate que ça remonte un peu. Quand on les trouve cités ailleurs. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a constaté. Et ce que je trouve vraiment intéressant, pour conclure, c'est que en fait, ça élargit. En fait, c'est vraiment, c'est comme si ça avait amplifié le modèle RP entre guillemets de base, qui était juste travailler avec des journalistes. Non, les journalistes ne sont plus les seuls référents à générer justement une crédibilité, etc. Mais c'est les mêmes mécaniques. Et là aussi, je rejoins ce que vous avez dit tous les deux. C'est exactement les mêmes mécaniques de communicants. La seule chose, elles sont élargies et amplifiées. Et il y a bon, pour conclure, faire des petites phrases de fin. Mais moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que la technologie, en fait, elle ne crée pas plus de clarté. Au contraire, elle amplifie notre propre vision du monde. Et donc, si on a une vision floue, ça va amplifier le flou. Si on a une vision claire et précise, ça va amplifier la clarté. Et donc, le petit conseil qu'on constate, qu'on a vu, c'est que pour vous, communicants, travaillez sur des choses extrêmement précises, propriétaires, compétitives, chiffrées, normées. Et la bonne nouvelle, alors ça c'est incroyable, c'est qu'en fait ça remet à goût du jour des sujets extrêmement arides. C'est-à-dire qu'on fait donc élevage herbager, on est en train de faire l'assurabilité, on travaille là sur un sujet qui est l'empreinte industrielle d'un gros groupe en France. Et en fait, tous ces sujets, la purification de l'eau, je suis sûr que dans la banque, il y a plein de choses à faire, même comment sont traitées nos ordures. Évidemment que ça intéresse tout le monde, et évidemment que ça intéresse les LLM, si jamais on le fait vraiment de manière extrêmement précise, dans un champ lexical et sémantique extrêmement précise. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut devenir un argument commercial de dire non seulement on fait des contenus qui vont toucher des vrais gens, mais en plus, est-ce que ça rentre dans le modèle économique Parce que je vois énormément d'offres. Je dis ça parce que je vois énormément d'offres des médias qui disent OK, en fait, bon. Alors, une nouvelle fois, nous, on vient de l'humain. Alors, j'aimerais dire que non. La force est de constater que ça l'est, mais là où je rejoins, c'est que ça ne peut pas être une source primaire unique, entre guillemets, de transactions. Parce que je pense qu'entre une entreprise qui optimiserait la plupart de ses canaux, dont les LLM, et une entreprise qui ne ferait que ça, moi je parierais plus sur la première que la deuxième, parce que effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit, je vous garantis que vous allez être au top dans les LLM, je pense que je me méfierais de lui en tous les cas. Voilà. Okay. Charles-Antoine, il te revient souvent c'est vrai. De conclure et d'essayer de et dans un timing parfaitement respecté, donc je vais essayer de m'appliquer ces mêmes règles. La bonne nouvelle, c'est que finalement ce soir on a parlé assez peu de technique, et pourtant GEO, LLMO, optimisation, IA, engine, on aurait pu se tartiner de la technique toute la soirée. Et on ne l'a pas fait. C'est une bonne nouvelle parce que je pense que le changement, il est plus profond que ça. Le changement, il n'est pas technique, c'est sur, je pense, la nature de l'intermédiaire. Alors, c'est vrai qu'avant, Google nous fournissait des liens. C'était super. Aujourd'hui, les IA nous fournissent des réponses. Donc, précédemment, l'enjeu, c'était d'être trouvé. Et aujourd'hui, c'est d'être retenu. Donc, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'IA, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne nous propose pas une dizaine de liens dans lesquels on va choisir en fonction de ses sources préférées, déjà d'une orientation de réponse. Non, l'IA, elle va synthétiser, hiérarchiser, arbitrer. Donc finalement, elle parle à votre place. Bon. Donc la question, pourquoi est-ce qu'une IA parlerait de vous? Et puis, qu'est-ce qu'elle va dire? Donc c'est vrai que c'est le rôle de supra, leader d'opinion dont tu parlais à Sahel.
Et c'est vrai que ce super leader d'opinion va retenir, c'est ce qui lui semble tenir debout. Alors, qu'est-ce qui tient debout ? Eh bien, à mon sens, et je te rejoins Manu, pas le volume, mais sans doute la crédibilité organisée. Parce que ce que les IA valorisent assez mal pour l'instant, et j'ai envie de dire tant mieux, le bruit, la viralité, le gros volume, bref, le buzz. Moi, je me souviens dans des groupes publicitaires qu'on a connus, Manu notamment, il fallait faire des coups marketing qui allaient faire marrer les influenceurs. Là, on parlait des influenceurs centraux, etc. Quitte à dévoyer la marque, changer de ton, etc. Et moi, je leur disais, un peu boring déjà, mais non, il faut être substantiel, il faut tenir le cap, on ne peut pas changer les audiences. Revanche aujourd'hui, l'IA me donne raison. Oui, les IA, les LLM, valorisent des sources identifiées, des contenus structurés, tu l'as dit, de la cohérence, et de la cohérence dans le temps. Donc je suis d'accord sur la rapidité, mais encore faut-il bien tenir le cap, je pense, et de la reconnaissance externe. Parce que finalement, ce que font les IA, c'est de croiser au maximum les signaux. Donc, évidemment, il faut être écrit. Bonne nouvelle au travers des sites et des newsletters. Mais ça suffit pas, il faut être repris, il faut être attribué, il faut être cohérent, il faut être confirmé ailleurs, tu l'as souligné. Donc en fait, l'enjeu, c'est pas un ranking, hein, c'est bien une agrégation de crédibilité. C'est ceux qui comptent. Et en fait, si une entreprise n'est pas cohérente, si ce qu'elle dit n'est pas confirmé par d'autres, l'IA va pas nous dire cette entreprise ment. Elle va faire pire, en fait, elle va pas parler de vous. Bon, donc c'est un peu plus embêtant quand même. Finalement, ce que dit l'IA, selon moi, c'est ce qui résiste à la vérification. Alors, le JO, on l'a dit, et moi j'aimerais bien emmener le débat un peu là-dessus, c'est pas uniquement une question de contenu, il révèle la qualité relationnelle d'une marque, et moi je suis d'accord avec le terme de marque, parce qu'il y a une puissance de marque, même si évidemment on ne s'intéresse pas qu'aux marques et aux entreprises, aux organisations. Donc, c'est super de publier beaucoup, mais si j'essaie d'avoir un discours qui est stable dans le temps, avec des figures identifiables, citées ailleurs, reconnues par des tiers, qui les aient traces cohérentes, eh bien, j'ai une chance d'être justement repris par les IA. Et c'est une question de relation avec les écosystèmes. Et quand on préparait ce débat, Cécile, tu disais, mais tu l'as pas dit ce soir, mais c'est pas grave. Ah, ça marche bien pour les acteurs du B2B. Et c'est vrai que les acteurs du B2B, ils bossent en écosystème. Bon. Et donc, c'est intéressant que voilà, la juste empreinte, elle se fait en écosystème. Et du coup, il y a pas mal de choses qui deviennent lisibles. On a parlé de relations médias. C'est vrai qu'un communiqué de presse, c'est pas juste un outil média. C'est une trace datée, attribuée, réutilisable. Une interview dirigeante, c'est pas juste de la visibilité. C'est une source incarnée, identifiable, citable. Un partenariat crédible, c'est pas juste de la com, c'est une validation externe. Un événement, on est chez Hopscotch, c'est pas qu'un momentum, c'est un générateur de contenu, de preuves, de conversations, qui par ailleurs sont dites non influencées, neutres, donc bien reconnues par l'IA. Une communauté active, c'est pas de l'engagement, c'est une réalité observable. Bon, et tout ça, ça forme quoi ? Ça forme une surface de vérité, et c'est ça qui est lu par les IA. Donc les LLM, on est tous d'accord là-dessus, elles déforment pas les entreprises, mais elles les mettent un peu à poil, quoi. Bon, donc c'est pas une histoire de miroir déformant, c'est un miroir grossissant. Alors ce que révèlent les IA, oui, c'est les incohérences, les silences, les angles morts, les décalages, mais aussi à l'inverse, et bonnes nouvelles, la solidité, la constance, l'ancrage, la légitimité. Alors, j'aurais pu titrer ma partie, on vous l'avait bien dit, les RP deviennent une architecture de crédibilité. Alors je veux pas faire du corporatisme, un peu, mais pas trop. C'est pas qu'on soit moins boring ou plus à la mode, c'est que je pense que les RP, les relations publiques, interviennent là où la bataille se joue. Les PR créent les conditions de crédibilité.
de l'orchestration de prise de parole. Et on va pas reparler des figures d'autorité, des alliances, des preuves, etc. Les PR, ce qu'elles organisent en mettant la fonction communication au cœur de l'entreprise, c'est comment une marque peut être comprise de l'extérieur. Donc, voilà, pas que du SEO, pas que du contenu, pas que de l'influence, mais de l'orchestration pour aider nos clients à ce que les IA comprennent d'eux pour de vrai, aujourd'hui et puis demain, parce qu'effectivement, ça va changer, aligner les contenus, structurer les preuves et finalement sortir d'une logique de campagne pour être dans un travail de cohérence continue. Alors, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on s'est un peu dit avec Assel et avec Cécile précédemment, c'est que finalement, sur ce thème, chacun y met un peu ce qu'il est. Bon. Donc moi, j'ai décidé de mettre ma casquette hopscotch de la relation. Donc je vous mets de la relation. D'autres y auraient mis de l'industrialisation de contenu, de l'engine, d'autres des figures d'autorité et des mécaniques éditoriales fortes. Nous, c'est hopscotch, et donc ce qui est cohérent, c'est d'y mettre de la relation réelle, cohérente, continue, crédible, parce que construite dans le temps. Donc, dans cet environnement, et j'en finirai avec ça, on ne peut pas tricher, en tous les cas pas longtemps. On doit être substantiel, et j'en suis convaincu, il y a toujours une prime à l'authenticité et à la sincérité. Merci à vous. On va prendre des questions. Peut-être que je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Je t'en prie. Je vais vous donner le micro pour que la captation fonctionne. Bonsoir, merci pour vos interventions. Il arrive quand même que les IA hallucinent et racontent absolument n'importe quoi. Quels sont vos leviers à ce moment-là pour intervenir le plus vite possible ? Alors, je pense que Cécile pourra fournir d'autres réponses, et puis vous aussi. Oui, il y a des hallucinations. Alors, je vais vous raconter un exemple. On a la chance de travailler pour un acteur qui est Samsung, et on fait des reports. C'est dans la culture coréenne. 10 minutes après l'événement, il faut déjà avoir un report de 200 pages pour dire qui a écrit, etc. Qu'est-ce qui s'est passé. Et il nous manquait un article. On se dit, mais c'est pas possible. Le Figaro a pas publié. C'est un tel qui publie. Ça doit venir, quoi. Et on utilisait Gemini parce que c'est lié embarqué sur Samsung, et qui nous a dit mais si l'article existe, et voilà le titre, et voilà les grands contenus, à part qu'on ne trouve pas cet article. Donc on demande à une autre IA qui nous dit alors le même titre, pas tout à fait le même contenu. Et effectivement, les deux IA avaient halluciné parce qu'on avait les rapports qui étaient fournis et partagés, et donc compte tenu de l'accumulation des retombées médiatiques que nous avions obtenues, c'était logique que le Figaro titre là-dessus et du corps son papier de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Toujours avoir de l'humain. Nous, on a une entité qui s'appelle Human to Human qui, en permanence, utilise l'outil amplifié par l'IA, mais en permanence avec des consultants. Et puis, on a nos consultants, et vous avez dans vos équipes des humains qui, et nous sommes tous là, interviennent, corrigent, éduquent. Voilà, donc c'est ça l'enjeu, c'est de ne jamais laisser la main sur ce qu'il y a peut-être de plus important. Non, ce que je peux dire, nous, c'est qu'effectivement, du côté agence, on a une responsabilité encore plus importante, en fait, de vérifier que les contenus ne sont pas des hallucinations, parce que on représente des entreprises, des marques, des personnalités. Donc, on a un engagement, en fait, vis-à-vis de la vérité, entre guillemets, si tant est que ça existe tout à fait. Il faut aussi, par rapport à ce que disait Charles-Antoine, je pense qu'effectivement, la dimension humaine, elle est incontournable par rapport aux IA. Et dans ce que je montrais là tout à l'heure, on va quand même aller vers un monde où il y a une forme de circularité entre IA. Les IA deviennent les IA d'autres IA, et on est aussi sur une logique éditoriale où finalement, certes, l'IA choisit et synthétise, mais finalement, elle crée une ligne éditoriale qu'on n'a pas forcément choisie. On va être prochainement dans une élection présidentielle. Il y a un impact des médias, des lignes éditoriales des médias. Il y a aussi un impact des IA. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aussi savoir de quand date l'information qu'on lit,
quelles sont les sources et donc sans doute être en France mieux formés à ce que c'est qu'une information et à lire ce que c'est qu'une information, y compris dans les IA. Mais il n'y a pas que les IA, il y a les vrais gens. Et c'est pour ça que, voilà, par rapport à ce que fait Kessel, je pense que c'est vraiment tout à fait clé d'intégrer des leaders d'opinion, des experts, des personnes réellement engagées sur les sujets. Avec nos clients, on parle souvent de cross-fertilisation, y compris pour le référencement sur les réseaux sociaux, parce que, en fait, une bonne réputation, ça se mérite en mobilisant autour de soi. Chez Hopscotch, on parle beaucoup du capital relationnel aussi. C'est quelque chose, voilà, qui s'identifie, qui se développe, qui se déploie, mais si possible avec un maximum d'authenticité. Ça fonctionne bien dans les IA, mais surtout, ce qui est important, c'est que ça fonctionne bien dans la vie, parce que il y a les consommateurs, puis il y a les citoyens. Et en fait, avec le métier qu'on fait, je pense qu'on a une vraie responsabilité citoyenne. Je vais avoir un petit point de vue un peu différent. Enfin, un petit peu différent. Les IA ne mentent pas sciemment. Enfin, il n'y a pas une intention de mentir, quoi. Elles n'ont pas un truc, tiens, je vais raconter des cracks aujourd'hui. Si on considère que les IA sont des leaders d'opinion, je vous rappelle juste qu'il y a des leaders d'opinion en chair et en os humain qui hallucinent très fort. Enfin, vous les croisez dans vos métiers, hein, mais voilà. Et là, pour le coup, pour lequel il peut y avoir même sciemment une envie de tromper. Donc, voilà, pour remettre... Et nous, en tout cas, dans tous les cas clients que nous avons, donc là, je veux dire sur des sujets corporate d'entreprise, je n'ai jamais vu une IA raconter n'importe quoi. Et quand elle disait des bêtises, quelquefois, c'est plutôt parce que l'émetteur se contredit, n'est pas cohérent, et d'où l'importance, c'est pour ça que c'est génial, les IA, c'est que ça vient juste valider notre métier, ce qu'on raconte depuis 150 ans. Voilà. On dit qu'il faut être cohérent, que les éléments de langage, c'est chiant, mais c'est important, qu'un tiers de confiance, c'est bien. Donc en fait, les quelques cas où j'ai vu des IA dire ce que je pourrais appeler une erreur, c'est que le locuteur, c'est lui-même il s'est contredit parce que parfois aussi, quand on a aussi au sein de l'entreprise 150 locuteurs possibles, on ne dit pas exactement la même chose. Et les IA, il faut se rappeler que c'est un modèle probabiliste, c'est des probabilités. Et donc voilà, c'est mon métier. Donc faire bugger des probabilités, c'est juste quand on n'est pas cohérent. Et donc souvent, on n'est pas cohérent, l'IA vous le rend bien. Et je vous rappelle aussi que l'IA, ça va chercher très 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 profond dans tout ce que vous avez dit. Donc c'est comme un casier judiciaire réputationnel, hein. Tout ce que vous avez dit peut être retenu contre vous en bien ou en mal. Donc allez un peu vérifier le fin fond de vos sites web pour voir s'il n'y a pas des trucs qui seraient plus valides aujourd'hui. Parce que l'IA, elle va consommer ça et elle va dire, c'est marrant parce que c'est toujours là, donc ça doit être valable. Et sauf que ça l'est plus et donc ça commence à dire n'importe quoi. Donc c'est plutôt ça. Je parle là des entreprises, hein. Je ne parle pas de l'actualité, etc., mais sur des sujets corporate. Le point de vue qui évolue, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de les IA, ça adore les dates, ça adore la fraîcheur. Parmi l'autorité, on sent bien que la fraîcheur, et moi ce que je vois dans les études, c'est que plus ça va, plus la fraîcheur est un facteur important de l'autorité. Donc par exemple, redater, alors l'IA aussi n'est pas idiote, hein. Il ne suffit pas juste de mettre une nouvelle date sur un contenu. Elle n'est pas complètement idiote, elle voit que voilà, c'est pas de la chirurgie esthétique de DRP. Donc, mais en revanche, bien penser à dater, à redater ou à reproduire des contenus, même pour le coup avec des études anciennes, mais si vous rapportez un contenu qui fait autorité, vous remettez la date, ça, c'est un élément qui va peser dans l'arbitrage de l'IA. D'autres questions? Oui, je t'en prie. Ah, pardon. Il y a Pascal, tu m'as beaucoup inspiré dans ton propos, donc j'avais très envie de rebondir. Je confirme, dans tous les audits qu'on a faits, on n'a pas perçu d'émission de messages foncièrement faux et avec l'intention de nuire, hallucinatoires et malveillants de la part des IA sur notre entreprise. En revanche, et peut-être que le terme hallucinatoire peut reprendre cette notion-là, les IA agissent comme des miroirs. Et c'est vrai qu'en fonction, notamment de la persona, c'est là qu'elle est utile, que vous utilisez, l'IA ne va pas renvoyer les mêmes choses sur les questions que vous posez et sur, du coup, votre entreprise. Elle va plutôt être dans la modération à chaque fois, et quelle qu'elle soit,
ces IA. En revanche, elles ne vont pas renvoyer la même chose. Elles vont être plutôt complaisantes avec la personne qui l'interroge. Par ailleurs, elles vont chacune avoir des biais de raisonnement. ChatGPT va plutôt être empathique mais assertif et tenir une ligne de raisonnement dans laquelle il se sera engagé. Mistral, à l'inverse, va souvent commencer en vous disant qu'il ne sait pas répondre à votre question avant de vous donner quelques éléments de réponse. Ce qui parfois est vrai. Donc c'est aussi une très grande prudence de sa part, mais légitime, il sait qui il est, quelque part. Et puis, quelque part entre les deux, c'est intéressant, Claude va vous dire Shabadi, Shabada, peut-être un peu ceci, peut-être un peu cela, et dès que vous allez le challenger, il va prendre le contre-pied de la première réponse qu'il vous avait donnée. Et c'est là où l'éducation critique à l'utilisation de ces bots est importante, parce que si vous vous fiez à la première réponse ou si vous vous fiez à son mode de raisonnement, alors vous allez vous tromper. Et je rejoins ce que tu disais un petit peu plus tôt, dans un contexte électoral où les IA ont déjà été utilisées et peuvent être demain beaucoup plus utilisées, il y a une vraie responsabilité, certes de leur part, mais de notre part collective à tout ça, bien appréhender la nature des informations qui nous sont partagées. Vous avez peut-être vu une étude qui a été sortie juste après les élections municipales par Jean-Daniel Lévy dans un think tank. L'estimation est autour de 15% des Français qui auraient utilisé les IA pour s'informer, et parmi eux, un tiers aurait changé d'avis. Donc, l'impact peut être non négligeable sans que l'étude soit par ailleurs plus précise sur les modalités, les parties qui auraient pu en bénéficier, ni si l'IA n'ont été les seuls éléments, les seules sources d'information ayant contribué au changement des vies. Je vous enverrai peut-être un lien. Il y a des études académiques intéressantes sur la capacité de l'IA justement à faire basculer des opinions. Et notamment l'IA arrive à faire basculer notamment des complotistes. Donc, y compris des platistes, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont des cousins, des grands-oncles platistes. Voilà. C'est à peu près la ceinture noire du complot. Donc, transformer des platistes en globistes, c'est quand même un exploit. Donc, Daniel. Daniel Baud de l'Institut Calicanti. Je précise ça parce que ce qui m'a toujours agacé dans les RP, c'est que les journalistes n'aiment que les chiffres. Et j'ai le sentiment que l'IA aime beaucoup le texte et qu'il y a une énorme place aujourd'hui pour les études qualitatives en profondeur. C'est ce que vous évoquiez avec les blogs. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui une place pour les RP à base d'études qualitatives en profondeur? Alors, ouais, juste pour répondre là-dessus, par expérience, elle aime le texte, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est sûr. C'est le retour de l'écrit, ça aussi c'est sûr. Alors bon, même si on peut lui parler, mais je pense que c'est pas l'écrit romantique, littéraire qui l'a fait triper. C'est l'écrit sourcé, un peu chiffré, un peu aride, un peu dur, quoi, entre guillemets. Enfin, en tous les cas, c'est le constat qu'on fait. C'est-à-dire que vous pouvez... Enfin, Victor Hugo, entre guillemets, ne serait pas un énorme influenceur de LLM. Il vaut mieux quelqu'un de très, très précis, très technique. En tous les cas, nous, c'est ce qu'on a constaté. Moi, j'avais une question pour toi, Manu. C'est est-ce que... Bah oui, entre nous, on peut. Bon. Tu accompagnes chez Kessel des hauts contributeurs, on va dire, qui ont des communautés variables derrière eux. Moi, je voulais savoir si un contributeur avec une communauté très active, avec beaucoup de liens, beaucoup de relations, est-ce que ça a une incidence sur l'influence de ce contributeur? J'ai envie que tu répondes oui. Alors, je réponds oui. Oui, non, si, tout à fait. Ça a une influence. Après, ce qui est difficile à dire, c'est... nous, on ne sait pas vraiment le mesurer, c'est le comment. C'est-à-dire qu'évidemment, on voit bien qu'il y a une prime aux figures d'autorité. Donc, je pense que quelqu'un qui va avoir une très grosse communauté, qui en plus produit de l'écrit très régulièrement, très chiffré, très sourcé, très repris. Donc, typiquement, j'imagine
qu'un Jean-Marc Jancovici doit être un très très gros influenceur de LLM. Comme ça, hein, je ne le connais pas. Mais voilà, et que quelqu'un qui va écrire beaucoup de littérature le sera beaucoup moins. Ce qui, à titre personnel, me désole, mais c'est ce que je constate. Sur le texte, vous voulez? Bon, moi, je vous en parlais un peu. À l'inverse, je pense qu'elle aime beaucoup les chiffres. Et on le constate directement. Je vous parlais d'études, quand on est producteur d'études et on voit les bots, hein, je vous invite tous à le faire d'ailleurs, à aller regarder sur vos analyses et vos analytics, quelle page vous consultez les IA. C'est quasiment à 90% des articles chiffrés, sourcés, avec de la donnée dure, quoi. Voilà. Et qui répond à cette question. Et là, c'est pas de l'expérience d'audit, c'est la réalité. C'est-à-dire que quelqu'un a posé la question et le bot est allé chercher l'info. Donc elles aiment beaucoup les chiffres. En ce qui nous concerne, voilà, c'est le constat principal. Deuxième constat, elles vont chercher dans leur langue, généralement dans la langue de la question en premier. Et donc il faut aussi, c'est peut-être un point que je voudrais ouvrir, il faut aussi, quand on a des entreprises présentes à l'international, produire, alors il y a deux limites, hein, produire de la donnée en multilingue. Donc ça complexifie un peu encore plus, peut-être à l'aide de l'IA. Voilà, les frontières existent encore avec l'IA, néanmoins. Même si, quand même un point important, elles sont plus efficaces en anglais. Et ça, c'est le paradoxe. Elles pensent mieux en anglais, elles analysent mieux en anglais, et ça, c'est y compris pour Mistral, hein. Donc, il faut aussi le faire de manière défensive en anglais. Voilà, ce sera mes trois échos à cette réflexion. Pour compléter, je crois, et tu nous en avais fait la démonstration un petit peu plus tôt, qu'elles aiment les études. Elles aiment les chiffres, elles aiment les mots, mais parfois, elles se payent de mots aussi. Et vous avez tous noté maintenant qu'on reconnaît un contenu généré par une LLM au double tiret qu'il faut à tout prix supprimer dans les posts LinkedIn pour avoir une chance de le faire passer pour authentique. Mais il y a une manière un peu plus sophistiquée de les détecter. C'est quand un message et à l'inverse une étude qui peut aussi s'appuyer sur les LLM pour être produite, quand un message est trop chargé en concept. Vous pouvez lire des tribunes en ce moment dans les Échos où en une phrase, vous enchaînez une dizaine de concepts avec un mot, un adjectif et un adverbe à chaque fois. Donc ça commence à faire beaucoup de mots. Vous les prenez isolément les uns les autres. Tout est très signifiant, tout est très méta, tout est très impactant, tout a beaucoup de sens. Mais en fait, pour un cerveau humain, c'est pas digérable. Et je suis à peu près certain que ça n'a pas été produit non plus par un cerveau humain. Et donc, pour rester authentique, s'inspirer, oui. Mais après, il faut faire le tri pour choisir ce qu'on veut dire, pour un concept, le développer, se l'approprier et l'incarner. Sinon, c'est une manière sophistiquée, mais une manière néanmoins d'être inauthentique dans le message que vous portez. Ouais, bon, en attendant la question, c'est marrant, on en parlait juste avant. Il y a l'Institut Max Planck qu'il faudra qu'on regarde plus précisément, mais qui a travaillé sur le lexique utilisé depuis l'émergence de ChatGPT et la densité du lexique utilisé sur Internet. Et ça fait quoi, ce que vous disiez, Romain, a complètement changé. Il y a des mots qui sont réapparus, qui sont beaucoup plus utilisés qu'avant. Alors surtout en anglais, to delve par exemple est réapparu de manière. Non mais et donc ça vient avec. C'est comme le tiret. Il y a tout un lexique qui se recrée et donc, comme je le disais, une vision du monde avec, hein, probablement. Ça me fait une transition. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous seront à Vivatech demain. On s'y verra. Ça donne à la fois de l'espoir sur le fait de reprendre un peu la main sur les sites, parce que dans les organisations qui sont très data-driven, acquisition-centric, c'était un petit peu perdu pour nous les communicants d'avoir la main. Les métiers, les experts, les SEO guys et toute l'armada technologique avaient vraiment pris la main sur les sites. Et on essaye de se réimmiscer dans
dans leur prise de guerre, mais c'est pas très simple et souvent on a l'impression justement de les saouler assez rapidement avec les concepts de cohérence et tout ça, et d'être les verbeux et les intellos qui prennent un peu trop de temps, et ce qui va pas dans la mentalité agile et Scrum, et je vous en passe des meilleurs. L'IA adore l'écrit, mais qui est-ce qui écrit? C'est l'IA. Et donc, on verra certainement demain beaucoup de propositions de compagnies qui voudront nous vendre des solutions qui auto-écrivent pour les IA. Je suis une grosse fan d'adverbes, ça risque de pas être très bien pour moi. Donc, à la fois, oui, très encouragée par les concepts de cohérence, créer des mots, des concepts et de pouvoir se les approprier pour créer des points de différenciation, mais pas si simple, de les faire passer en interne pour pouvoir tester leur portée, et deux, d'avoir le droit de les écrire, puisque il est plus simple de consulter et de générer un budget pour un POC sur la base d'une start-up qui auto-écrit sur la base de contenu que d'embaucher des stratégistes ou autres. Donc, observation / question à l'aube de Vivatech. Moi, je parlais tout à l'heure du géoradar. Je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête que justement, pouvoir comparer ce qui est visible sur les différentes IA, c'est intéressant. Mais pouvoir comparer ce que disent les concurrents avec votre marque ou avec votre nom d'entreprise, ça intéresse encore plus. Nous, voilà, on a une cliente chez Hopscotch, DIRCOM, qui estime que, bon, on fait des RP, c'est un peu les relations presse, c'est une partie de notre activité. Et quand je lui ai parlé de Géo et de la possibilité de faire émerger sa marque à travers des interactions sur Reddit, et ben, elle connaissait pas Reddit, elle a trouvé ça intéressant. Et quand je lui ai dit que ses concurrents y étaient, alors là, ça l'a intéressé encore plus. Et elle s'est dit que ses dirigeants, ils seraient à même de nous écouter, alors que jusqu'à présent, ils nous calculaient pas vraiment. Donc, je pense qu'on a aussi l'opportunité de travailler la singularité. On disait tout à l'heure qu'on peut écrire pour le web, on le faisait pour le SEO, ça fait quand même partie des fondamentaux, y compris en RP, sur la cohérence des contenus. Mais pour autant, il faut qu'on travaille la singularité de la marque et de l'entreprise pour laquelle on écrit des narratifs. C'est ça notre métier. C'est aussi comme ça qu'on se reconnaît, qu'on se définit, qu'on émerge. Et donc, je pense au contraire qu'il y a une vraie opportunité pour les RP sur la partie contenu. Et je reviendrai aussi sur ce que disait Daniel sur le quanti-quali. Je pense que les IA, elles aiment bien le quanti, elles comprennent pas vraiment le second degré à la française. Et ben justement, dans la vraie vie, faisons du second degré à la française, générons des événements qui vont mobiliser, faire rire, garder des traces, des émotions. Parce que, en fait, d'un côté, il y a l'IA qui est un outil et qui doit rester comme tel, et on a un travail à faire par rapport à ça et au cadrage de ça. Bon, après, il faut pas forcément couper des accès à des informations parce qu'on est américain et on veut pas que l'Europe puisse utiliser l'outil en question, par exemple. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette opportunité de travailler la qualité humaine dans la relation en complément de l'outil. Moi, par rapport à ton sujet, pour ça que je me bats sur... Je vous ai dit, il y a marqué Géo, LLMO, je me bats sur ce sujet-là, je serais peut-être le dernier à le dire, mais je pense que ça commence par bien nommer les choses. Je pense qu'il ne faut pas appeler ça du GIO, voilà, déjà. Je pense qu'il faut appeler ça du LLMO, Large Language Model Optimization. Les IA ne sont pas un engine, ne sont pas un moteur, on ne fait pas du référencement. D'ailleurs, les gens ne font pas des requêtes sur les IA, ils dialoguent avec les IA. Ils ne font pas des requêtes sèches. On n'est pas en train de placer des mots-clés. On n'est pas juste en train d'avoir des mots-clés, on est en train de positionner des narratifs entiers, etc. Moi, j'arrête pas de dire que les communicants, nous sommes les gestionnaires des large language models de nos organisations. Donc, on est complètement, on est fait pour interagir avec une IA, parce qu'on pilote les large language models de nos organisations, le Becherel, le lexique, le dictionnaire, et les IA sont des LLM. Donc, déjà, et puis après, l'autre sujet, c'est de prendre le sujet par le haut, c'est de dire il faut une gouvernance à ça, et la gouvernance, c'est la direction de la com,
C'est pas le tech qui gouverne le LLMO. Donc, et puis après, si on veut aller vraiment dans le hard, il faudrait prendre. Moi, je plaide pour un nouvel impôt sur le SIA et de prendre 10% de SIA pour faire des relations publiques et des contenus. Voilà, c'est la taxe Hadari. Je vous invite à. Mais en fait, non, mais quand tu. Alors non, moi je prends 0,1% sur les. Non mais on rigole, mais quand on voit Overview, quand on est dans les pays où on peut voir Overview, enfin il y a 40 à 50% de l'audience qui ne vont pas sur les liens. C'est-à-dire Overview s'autosuffit dans Google. Donc à un moment, je vais pas continuer à payer le même prix pour le SIA si le contenu est prépondérant, quoi. Donc bon, voilà, je me dis, allons prendre de l'argent. Je sais pas combien dans vos organisations, je sais pas où est le SIA, mais voilà, allons prendre un peu d'argent. Non, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, ok. Ça vous va? Passons. Nos invités sont là, on peut débattre. Merci encore, vraiment, merci pour cette soirée.